Chapitre 23. Couvert de sang. Tandis que nous séjournions chez Farelchet, les bourgeons éclatèrent, les haies d'aubépine se couvrirent de feuilles et les premières fleurs s'ouvrirent aux rayons printaniers. Des bourrasques venues de l'ouest apportaient encore des averses occasionnelles, mais quand le soleil daignait briller, il dispensait une vraie chaleur. De bonnes nouvelles nous parvinrent du comté. Comme Grimalkin l'avait annoncé, les Écossais des basses et des hautes terres avaient rejoint la coalition des régions libres du Nord. Une grande bataille s'était déroulée au nord de Kendal. L'ennemi avait été repoussé. Néanmoins, le conflit était loin d'être terminé. Les troupes adverses s'étaient regroupées près de Princeton et d'autres combats étaient imminents. Chaque jour, j'attendais des informations avec impatience. J'avais hâte de retourner chez nous. Shay avait doublé le nombre de gardes autour de la maison après que l'un d'eux eut mystérieusement disparu sans laisser de traces. Malgré les avertissements de Grimalkin, je n'avais remarqué aucun signe des serviteurs de l'obscur. La longue guerre entre les mages et les propriétaires terriens s'enlisait une fois de plus, et cela durait depuis des siècles. En dépit de nos efforts, rien n'avait vraiment changé. Un matin, très tôt, alors que le soleil montait dans un ciel sans nuages, je promenais les chiens. J'avais passé une mauvaise nuit. Alice revenait sans cesse dans mes pensées. Le chagrin de sa perte me tenait souvent éveillée. Les chiens furent les premiers à sentir quelque chose. Ils cessèrent d'aboyer et marquèrent l'arrêt tous les trois. Ils fixaient un bois à demi-miles vers l'est. Soudain, ils s'élancèrent, Griffe en tête, jappant d'excitation. Je les rappelais. Ils n'obéirent pas. Griffe, Sang et Os étaient habituellement des bêtes dociles. Même s'ils avaient senti l'odeur appétissante d'un lièvre, à mon commandement, ils revenaient au pied. Que leur arrivait-il ? Je courus derrière eux. Le temps que j'atteigne la lisière du bois, ils étaient déjà loin. Leurs aboiements me parvinrent de plus en plus faiblement. Contrarié, je repris un pas de marche. Je remarquai aussitôt le curieux silence qui régnait sous les arbres. Pas un chant d'oiseau, pas un souffle de vent, rien ne bougeait. Alors le son me parvint, celui d'une flûte lointaine. J'avais déjà entendu cette musique. C'était Pan. Je repris ma course. À chaque foulée, la musique était plus forte. Quelques instants plus tard, je pénétrai dans une clairière. Le dieu avait repris l'apparence d'un jeune garçon vêtu de vert. Il souriait, assis sur une souche, entouré d'une assemblée d'animaux. Des hermines, des furets, des lapins, des lièvres et mes trois chiens, qui fixaient sur lui leurs yeux fascinés. Au-dessus de lui, des branches étaient chargées d'oiseaux. Et à ses pieds, il y avait une fille vêtue d'une robe blanche couverte de boue. Elle était allongée sur le dos, la tête appuyée contre la souche. Bien que jeune, elle avait les cheveux blancs d'une vieillarde. De sa robe dépassaient des souliers pointus. Stupéfait, je reconnus Alice. Pan cessa de jouer et abaissa sa flûte. Aussitôt, les bêtes de la forêt s'enfuirent entre les arbres. Les oiseaux se dispersèrent dans un grand bruissement d'ailes. Griffe, Sang et Os revinrent vers moi en gémissant. À présent que la musique s'était tue, ils avaient peur. Je regardais Alice, emportée dans un tourbillon de pensées et d'émotions. À la joie de la voir de retour se mêlait une sourde angoisse. Il était clair que quelque chose n'allait pas. Pan, le premier, prit la parole. « Je n'ai rien oublié, ni notre rencontre, ni ce que tu m'as demandé. Aussi, pour te remercier de m'avoir libéré du corps du bouc, je t'ai ramené ton ami. Quand tu as entravé le malin, les murs de son domaine ont perdu de leur solidité, et j'ai pu y pénétrer. Ce que tu as fait était courageux, mais insensé. Maintenant, ses serviteurs veulent ta tête. Tôt ou tard, ils l'auront. « Qu'est-ce qu'elle a ?» murmurai-je en m'agenouillant près d'Alice. Elle avait affreusement changé. Je lui caressai le visage, mais elle détourna les yeux avec l'expression terrifiée d'un animal sauvage. Elle a habité le domaine du malin et vu des choses qu'aucun mortel ne devrait voir. Elle a été soumise à de nombreux tourments. Je crains pour sa raison. Elle ne guérira pas ? Qui peut le dire ? Répondit Pan avec un sourire indifférent. J'ai fait ce que j'ai pu. Je te suis reconnaissant d'avoir entravé le malin. Dans le monde entier, ceux qui pratiquent la magie noire ont vu leur pouvoir faiblir grâce à toi. Les mages n'auront plus la force de m'invoquer. Ils ne me voleront plus ma magie. Il sourit de nouveau avant de s'effacer lentement. Il s'attarda encore quelques secondes, transparente silhouette spectrale. Puis il disparut. Presque aussitôt, les oiseaux se remirent à chanter. La brise agita les feuilles des arbres. Je me penchai vers la forme couchée sur le sol. « Alice ? Alice, c'est moi, Tom. Que t'est-il arrivé ?» Elle ne répondit pas. Elle me fixait, les yeux agrandis d'effroi et d'incompréhension.
Je voulus l'aider à se relever, mais elle retira vivement sa main et rampa derrière la souche. Mis à part la blancheur de ses cheveux, elle était bien telle que dans mon souvenir, mais son esprit paraissait vide. Avait-elle oublié qui j'étais? Se rappelait-elle au moins son nom? Il semblait que non. Je la saisis par un bras et voulus la remettre sur ses pieds. Elle me lança un coup de griffe, et ses ongles me lacèrent la joue, manquant mon œil de peu. Je la regardais, consternée et désemparée. Je lui parlais doucement. « Viens, Alice, je ne peux pas rester ici. Rentrons à la maison. Tout va bien, tu es de retour, tu as échappé à l'obscur. Tu es sauvée maintenant. Et écoute bien, on a réussi, on a entravé le malin. » Elle ne répondit pas. Elle me fixait toujours avec un air effaré. Je me tournai vers les chiens. « Ramenez Alice, ramenez-la » ordonnai-je en la désignant, puis en montrant le chemin de la maison. Les 3 bêtes l'entourèrent lentement avec des grondements sourds. Alice les observa avec angoisse. Cela me peinait de lui infliger cela, mais elle était insensible au raisonnement, et je devais la ramener coûte que coûte. Elle resta d'abord figée sur place. Il fallut que Griffe montrât les dents pour qu'elle se décidât enfin à bouger. C'est ainsi que les chiens la poussèrent devant eux comme un mouton récalcitrant. Le retour prit beaucoup de temps, car elle tentait sans cesse de s'échapper, et les bêtes devaient l'obliger à reprendre la bonne direction. La tâche n'était pas facile, elle était même dangereuse. Régulièrement, Alice se jetait sur eux en les menaçant de ses ongles acérés. Cette marche que j'aurais pu faire en 15 minutes dura plus d'1 heure. Or, une fois à la maison, je compris que les difficultés ne faisaient que commencer. « Elle a perdu la raison », constata l'épouvanteur. « Et rien ne nous garantit qu'elle redevienne un jour elle-même. Ça n'a rien d'étonnant. Des gens sont devenus fous après un seul regard sur une créature de l'obscur. La pauvre fille a passé de longs jours dans le domaine du malin. Ça doit être un spectacle éprouvant, j'en ai peur. » Alice était recroquevillée dans un coin de la cour, surveillée par les 3 chiens. Par instants, une lueur sournoise s'allumait dans ses yeux, et elle lançait ses ongles en avant. Le museau de Griffe portait déjà une estafilade sanglante. « Il y a sûrement un moyen d'améliorer son état, dis-je. » L'épouvanteur haussa les épaules. « J'ai envoyé chercher un médecin, mais je crains fort que ce ne soit inutile. Que savent les médecins de l'obscur et de ses pouvoirs ?»« Et une sorcière ?» suggérai-je, connaissant d'avance sa réponse. Une lueur de colère s'alluma dans ses yeux. Je m'empressai d'ajouter. « Une bénévolente, bien sûr, une guérisseuse. Il y en a quelques-unes dans le comté, comme la tante d'Alice, Agnès Sowerbutt. »« Pour cela, objecta mon maître, il faudrait être de retour là-bas. » J'acquiesçai. Pour le moment, c'était impossible. J'espérais seulement que la bataille imminente donnerait l'avantage à nos troupes, et que nous pourrions regagner bientôt notre pays. Comme l'épouvanteur l'avait prédit, le médecin ne fut d'aucune utilité. Il ne put que prescrire un remède pour faire dormir Alice. Le soir venu, nous tentâmes de le lui faire prendre, mais il nous fallut 3 domestiques pour la tenir. Malgré ça, elle recracha les 3 premières cuillerées. Nous dûmes lui boucher le nez pour la forcer à avaler. Dès qu'elle fut endormie, on la mit au lit et on ferma à clé la porte de sa chambre. Une espèce d'angoisse me réveilla en sursaut. J'entendis aussitôt le léger martèlement de souliers pointus sur le plancher, dans la chambre voisine, celle d'Alice. Je me levai, enfilai rapidement ma chemise, mon pantalon et mes bottes. Je frappai à la porte d'Alice avant de tourner la clé, qu'on avait laissée sur la serrure. Le lit était vide, la croisée ouverte. Un vent froid agitait les rideaux. Je me penchai au dehors. Aucune trace d'Alice. La chambre était au 1er étage. J'escaladai l'appui de la fenêtre, sautai sur l'allée en contrebas et traversai le jardin en hâte. J'appelai mon ami à voix basse pour ne pas réveiller la maisonnée. Ces accès de démence avaient suffisamment perturbé tout le monde, et je ne voulais pas rendre plus pénible encore à Farrell Shea son hospitalité. J'aperçus enfin au loin une silhouette féminine, mais pas dans la direction que j'avais imaginée. Alice n'avait pas couru vers le portail. Elle escaladait le mur du jardin et avait presque atteint le sommet. Je m'élançai, mais elle fut de l'autre côté bien avant que je l'eusse rejointe. Où allait-elle? Fuyait-elle simplement au hasard? À mon tour, j'entrepris l'escalade. Les prises étaient rares, et la pluie avait rendu la pierre glissante. Je dérapai et atterris brusquement sur le dos. Alice avait franchi l'obstacle avec une telle aisance. À ma 2e tentative, je pris assez d'élan pour me hisser d'un coup au sommet. Ayant manqué de me tordre une cheville lors de ma chute, je ne pris aucun risque. Je me retournai avec précaution, m'agrippai solidement et me laissai pendre de l'autre côté avant de me lâcher pour retomber sur une cour pavée. Après un roulé-boulé, je me remis vivement sur mes pieds. Je scrutai l'obscurité, tâchant de repérer la fuyarde.
Il n'y avait pas de lune, et je ne pouvais compter que sur la faible lumière des étoiles. Malgré le don que j'avais de voir dans le noir, je n'apercevais aucun signe d'Alice. Les yeux fermés, l'oreille tendue, je me concentrais. Droit devant moi, je perçus un cri aigu, suivi d'une sorte de bousculade et de battement d'ailes. Je courus dans cette direction. Il y eut d'autres piaillements, et je compris que ça venait de l'enclos où Chet enfermait ses poules. Puis je me rapprochai, plus le tapage augmentait. Les volailles couraient en tous sens, affolées. Cela me rappelait un sombre souvenir de mon enfance. Une nuit, un renard avait pénétré dans le poulailler de mon père. Quand nous étions accourus, réveillés par une insupportable cacophonie, 5 volailles étaient déjà mortes. Des plumes ensanglantées volaient partout. Cette fois, ce n'était pas un renard qui terrorisait les poules, c'était Alice. Je ne la voyais pas, mais, dominant les piaillements des volatiles, j'entendais un bruit si répugnant que mon esprit refusa d'abord de l'identifier. Puis il y eut des appels, un martèlement de bottes. Quelqu'un surgit, armé d'une torche, dont la lumière révéla toute l'horreur de la scène. Alice était accroupie au milieu de l'enclos, entourée de volailles mortes ou agonisantes, la tête ou les ailes arrachées. Un poulet sans tête courait encore en rond, une bête dans chaque main. Elle les dévorait toutes crues et mâchait bruyamment la bouche poisseuse de sang.